Eh bien écoute Dominique Maleloute, je trouve que c'était un moment splendide et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Vous l'avez reconnu? Eh oui, sur Entre vous et moi, c'est Jim Carrey qui vient nous rendre visite pour bien commencer décembre. Jim Carrey, ou plutôt sa voix française, complètement déjantée. Je suis Sancho de Cuba, j'ai la Sancho pour la rumba. En jouant des maracas, j'ai fait tchic tchic tchiki boum, tchic tchiki boum. C'est moi Sancho le Cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je chante tout, redevient tchic tchiki boum, tchic tchiki boum. Emmanuel Curtil est acteur, comédien, actuellement sur scène dans Dolores. Il est l'interprète aux 1000 voix. C'est lui aussi qui double l'inoubliable Matthew Perry dans Friends. Mais la voix de Chandler, c'est ma voix. C'est ma voix. C'est vraiment le personnage qui me correspond le mieux, enfin je veux dire, dont je me sens le plus proche, voilà, de la nature de comédien. Emmanuel est comédien depuis qu'il est tout petit. Il a côtoyé les plus grands, de Lino Ventura à Michel Bouquet. Son énergie est folle. Pas étonnant qu'il prête son jeu aux grands noms du cinéma. Ben Stiller, Kyle Chandler, Sacha Baron Cohen. Yang Shemash, Manabora, je viens de Kazakhstan. Simba, du Roi Lion, c'est lui aussi. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Alors qu'on ne lui parle surtout pas d'IA qui pourrait un jour remplacer tous ces acteurs au talent fou. Il deviendrait quoi, Dingo? Ben oui, c'est Emmanuel qui s'y colle aussi dans vos dessins animés préférés. Oh bah dis donc, merci de m'inviter chez toi, Dominique. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Entre vous et moi. On est bien ici ensemble et à l'approche des fêtes, il fait peut-être froid là dehors, vous êtes tranquillement installés pour découvrir notre nouvel invité. Eh bien, on va vous dire qu'on est avec vous pour vous permettre justement de vous sentir bien, de réfléchir à des questions que vous vous posez. Également à sortir des cases, des injonctions, juste être là entre nous, entre vous et moi. Et également en ce mois de décembre pour toucher du doigt la magie de Noël, la joie, entendre des récits de vie qui vont vous faire aussi voyager. Et vous allez voir avec notre nouvel invité, on va voyager, on va passer d'un monde à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et quelle joie, on va rire aussi, on va chanter. Bonjour Emmanuel Curtil. Bonjour Dominique. Joie de te recevoir. Bah oui, on va se... On vient de se dire qu'on va s'appeler ne pouvait tu, pas. hein, Voilà. voilà. On va se dire tu. Exactement. Eh ben, merci de m'accueillir chez toi. Merci. Je suis ravi. Je ne sais pas vraiment à qui je parle là, parce que c'est un homme multiforme, multivoix, multi-personnalité, un peu schizo, quoi. C'est ça, ça permet d'exprimer toute ma comment dire, complexité. mon côté schizophrène, ma complexité, mais c'est très bien, c'est une excellente thérapie. Ben, c'est ça. Voilà. Et on aime bien, nous, quand on n'est pas dans des cases. J'aime bien, moi, justement, pouvoir montrer l'ombre et la lumière de quelqu'un. Et les personnages que tu doubles sont aussi des personnages torturés. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de comiques, en fait. Et souvent, les comiques sont les grands acteurs comiques sont souvent des êtres assez sombres. Ils ont quand même une part de... Enfin, sans vouloir faire de jeu de mots, mais c'est vrai que c'est une façon de porter un masque. Ah ouais. Tiens. Et peut-être de ne pas s'effondrer, quoi. Ouais. Bon, vous reconnaissez cette voix? Tu nous fais un truc, là? Vous reconnaissez ma voix? Bah, je sais pas, ce sera un petit peu prétentieux de ma part de dire que c'est une voix splendide. Enfin voilà, il fallait que je le fasse, donc voilà, comme ça c'est fait. Bon, je vous présente Jim Carrey. Oui, enfin, modestement sa voix française. Ouais, mais tout de même. Je vous présente aussi l'un des personnages de Friends. Feu Matthew Perry. Matthew Chandler. Perry qui était un acteur génial, un génie de la comédie, comme Jim Carrey. Hein. Et tant d'autres qu'on va découvrir dans cette interview, évidemment, si vous voulez les connaître et entendre un peu ces intonations si différentes et comprendre aussi ce que tu y mets, en fait, dans ces voix-là. Eh bien, restez avec nous sur Entre vous et moi, on est bien avec Emmanuel Curtil. On va découvrir, en fait, qu'il y a l'ombre et il y a la lumière. Il y a surtout ce petit bonhomme qui, dès son plus jeune âge, était déjà devant la caméra. Et ça, c'est hallucinant, cette vie-là. Ça m'est tombé dessus
En fait, comme je dis souvent, je n'ai pas vraiment choisi ce métier, c'est plutôt le métier qui est venu me chercher, comme Obélix, qui m'a choisi. Ben oui, parce que voilà, quand on a 10 ans, on ne décide pas d'être comédien. On ne va pas frapper à la porte des directeurs de casting ou des metteurs en scène pour chercher du boulot. Donc moi il se trouve qu'à l'âge de 9 ans, moi j'ai toujours voulu faire du spectacle, j'ai toujours manifesté l'envie de faire de la scène, je voulais être chanteur, imitateur, et puis comédien, et puis ma mère, par l'intermédiaire d'une amie, a su qu'il existait un cours d'art dramatique, le cours Simon, qui acceptait les enfants, qui avait une classe de collégiens. Donc j'étais pas collégien, j'étais encore à l'école primaire, mais j'ai passé une audition, ils m'ont pris malgré mon jeune âge. Et donc j'ai fait une année comme ça de cours au cours Simon, voilà. Et puis, alors, il y a des enfants qui veulent être pompiers, il y a des enfants qui veulent être coureurs automobiles. Toi, quand tu nais en 1971 à Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, tu es quel petit garçon, en fait, ces premières années-là? Comment tu décrirais le petit Emmanuel? Alors, c'est marrant parce j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais oui, je pense que j'étais quelqu'un d'assez joyeux. Dans la lune, je chantais beaucoup. C'est marrant parce que j'ai un petit garçon là aujourd'hui, qui a 9 ans aujourd'hui d'ailleurs, et qui est un petit peu, je me revois un peu à travers son caractère, je me revois au même âge, un peu... comment dire, très faire le clown sans arrêt, chanter beaucoup, voilà. Cette joie, elle est... Faire des imitations. Déjà ? J'imitais tous les membres de ma famille, moi j'aimais bien, voilà, je parodiais tout le monde. Donc il y avait quoi, le grand-oncle Oh, il y avait ma mère, j'imitais mon père, enfin mon beau-père, parce que mon père je l'ai à peine connu. Mais voilà, j'imitais des gens, des voisins, des gens qu'on connaissait, et puis des personnalités du spectacle, voilà, j'aimais beaucoup faire ça. Comment t'expliques ça, justement, le fait de vouloir être dans la peau de l'autre déjà, si tout petit? Je pense que c'est une façon d'attirer l'attention sur moi, j'imagine. Voilà, c'est comme vous savez, ça me fait penser à Mathieu Perry, dont j'ai lu les mémoires. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu, non. Je ne sais pas si tu as lu. Il disait que dès son plus jeune âge, sa façon de se faire aimer, d'attirer l'attention sur lui, c'était de faire rire. Donc c'était un peu, voilà, l'humour, il attirait l'attention grâce à l'humour, quoi. Bon, j'étais un peu ce genre d'enfant, quoi. Si je te dis maman? Ma maman, j'ai eu un rapport assez fusionnel avec ma mère toute mon enfance. Elle m'a encouragé à faire ce métier. Enfin, c'est pas elle qui m'a poussé, on va dire, hein, parce que moi Et en fait, les choses se sont faites un petit peu au hasard des rencontres. J'ai pris des cours de théâtre. Je prenais des cours de théâtre tous les mercredis, comme on fait du foot ou du judo. Moi, je prenais mes cours de théâtre. Voilà, c'était mon activité extrascolaire. Et j'allais dans ce cours, au cours Simon, et dans lequel, comme c'était un des seuls cours, ou voire le seul cours qui avait une classe pour enfants, les directeurs de casting venaient souvent voir un petit peu, faire leur marché comme ça, pour dénicher des jeunes talents lorsqu'ils recherchaient un enfant pour tourner dans un film ou jouer dans une pièce. Bon, voilà. Et donc les choses se sont faites comme ça. Et ma mère m'a encouragé, m'a accompagné. C'était pas évident parce que, en fait, mes parents ne sont pas du tout dans le métier. Hein. Ils avaient une auto-école. Et donc, rien à voir. Ah oui. Mais du coup, eh bien, mon père permettait à ma mère de m'accompagner sur les tournages. Parce que quand on est petit, quand on a moins de 16 ans, on doit être accompagné par un représentant légal. Ou chaperonné. Son parrain, son parent, son père ou sa mère. Voilà. Ma mère m'accompagnait sur les tournages. Et laissait de côté le commerce. Voilà. Et donc, oui, non, elle m'a beaucoup encouragé. Donc, j'ai pu commencer à faire. J'ai beaucoup tourné pour le cinéma, la télévision. Et papa? Alors, pour moi, quand je dis papa, je parle de mon beau-père. Donc là, d'accord. Mon père, je l'ai à peine connu. Okay. Voilà. Il ne s'est jamais occupé de moi. Je crois qu'il est toujours en vie. Je pense qu'on m'aurait prévenu. Non, ma mère, mon père, donc mon beau-père, c'est lui qui tenait cette auto-école. Voilà, bon, c'est lui qui a été présent. Ça a été vraiment la figure paternelle, voilà, que j'ai connue toute mon enfance et mon adolescence. Sans faire de la psy à 2 balles,
Le fait de vouloir attirer l'attention, c'est certainement un besoin aussi de... Ah mais oui, sans doute. Que, la blessure de l'abandon, quoi. Même si effectivement mon beau-père a été présent, Bien sûr. Bah, c'est lui qui était là, hein. C'est lui qui a été là pour voilà, nous accompagner dans les succès, dans les problèmes du quotidien. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même l'abandon du père. Hein. Je savais que mon père était parti, avait quitté ma mère quand j'avais 1 mois. Donc voilà. Je l'ai connu parce que j'allais un week-end sur 2, comme la loi l'y obligeait. Mais en fait, c'était ses parents qui venaient me chercher à l'école. On passait le week-end chez ses parents, ils venaient, voilà, ils passaient. Moi, j'ai pas de souvenir vraiment d'avoir échangé une vraie conversation avec lui, quoi. En général, il louait une cassette vidéo, j'avais ma grande sœur qui a 3 ans de plus que moi, et il nous mettait devant un film qu'il avait pris soin de louer, et puis il nous raccompagnait chez nous, quoi. Donc, t'évader aussi via le théâtre, via le jeu. Sans doute, oui. Ça peut être intéressant. Il y a sans doute Pour toi. c'est sans doute une des raisons qui a fait que voilà, j'ai trouvé un petit peu le chemin de la résilience avec. Exactement. Et puis, tu passes des castings. Je passe des castings, Très tôt. mais sans le vouloir vraiment, en fait. Les choses se sont faites comme ça. On est venu me chercher. C'est vrai que, comme je disais, quand on a 10 ans, on ne va pas frapper au bureau des directeurs de casting, des réalisateurs, des metteurs en scène. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. J'ai rencontré des gens. Puis après, il y avait très très peu d'enfants comédiens à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et donc, il y avait tout un groupe de mères, de familles qui accompagnaient leurs enfants au casting. Donc, elles se constituaient un petit réseau comme ça, où elles se refilaient les plans des castings. Donc, j'ai passé des castings. Et donc, j'ai passé des castings pour des gros trucs. Hein. J'ai commencé, de mes premiers gros tournages, c'était Les Misérables, réalisé par Robert Hossein, avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet. J'ai tourné dans des classiques du cinéma français. Tu réalises à ce moment-là, toi, enfant? Oui, on m'a dit que Lino Ventura était une grosse star, Jean Carmet, Michel Bouquet, Robert Hossein. Ma mère était amoureuse de Robert Hossein, hein, parce que c'était complètement sa période. Hein. Elle était jeune fille quand Angélique, Marquise des Anges, est sortie, donc elle était folle amoureuse de Robert Hossein. Et, on a reçu Cécile Bois d'ailleurs à ta place. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait fait. Elle l'a fait au théâtre, hein, c'est ça. Le monde est petit. Ouais, exactement. Et donc voilà. Je savais, mais on ne perçoit pas les choses de la même manière quand on a 10 ans. Pour moi, c'était un jeu. C'est exactement la même façon d'apprécier le travail d'acteur quand on est enfant. On ne le voit pas de la même manière que quand on est adulte. Qu'est-ce qui fait que, alors tu peux peut-être répondre à cette question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que ton visage, ta présence attirait l'œil de ces directeurs de casting, de ces producteurs? Alors là, pourquoi toi? Tu sais, moi j'ai passé quelques castings comme ça, mais j'en ai raté beaucoup. Hein. Ouais. J'ai pas tout de suite attiré l'œil. Hein. J'en ai raté. Et puis je vais te dire un petit secret que je n'ai pas dit souvent. T'es là pour ça, hein, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Comme on est tous les deux, je peux te le dire. Quoi. Hein. Un jour, je passe un casting avec ma mère, et puis ma mère me dit d'ailleurs, oh, j'en ai marre de faire les castings, ça faisait à peu près 15 castings qu'on faisait, que je ratais tous. Et puis, je crois que le metteur en scène, le réalisateur, avait dit, non, mais vous savez, je ne sais pas s'il était blond, par exemple, je pense que peut-être que ça aurait plus de, je ne sais pas comment il a tourné ça, mais enfin, peut-être que... En gros, ce serait peut-être plus original et voilà, ça me permettrait peut-être de... Donc, on est allé chez le coiffeur qui m'a fait une espèce de coloration en direct comme ça, mais... Tiens. Alors, pas aussi blonde que ça, parce que je tiens à le dire, je suis châtain, plutôt châtain foncé d'ailleurs. On va vous montrer une photo du vrai Emmanuel. Et, voilà, bon, je vais dire, on aura l'occasion de dire pourquoi je suis blond. Mais donc, je suis remonté dans le bureau du directeur de casting, en blond, alors c'était un blond cendré, mais ça m'allait plutôt pas mal. Et là, j'ai été pris. Oh.
Comme quoi, donc déjà ça dans tient des pas à cases grand-chose, quand même, parfois. c'est Ouais. terrible. Hein. Oui, oui, oui. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que ma couleur de cheveux châtain foncé était un peu, je sais pas, me semblait un peu banal et que le blond attirait peut-être plus l'attention, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai été pris et puis j'ai fait plein de tournages après. Mais vous comprendrez que Emmanuel est blond parce qu'il a justement coloré ses cheveux. C'est ça. Pour son actualité théâtrale dont on parlera Et très vite. oui, parce que je ne suis pas qu'une voix. C'est un je corps suis aussi un aussi. physique. C'est rare d'ailleurs, parce qu'on dit toujours qu'on a une voix de radio, mais lui a non seulement une voix de radio, mais effectivement un physique de télé et de cinoche et de théâtre. Ah ouais. Il y en a qui ont les deux, hein. C'est pas mal. On est comédien à part entière. Les comédiens de doublage, traditionnellement d'ailleurs, c'est depuis que le doublage existe, c'était des comédiens de théâtre en fait qui faisaient du doublage. Ouais. Ils jouaient au théâtre le soir et comme on le sait, hein, c'est pas le théâtre qui nous rapporte des fortunes. Donc dans la journée, ils faisaient une synchro où ils tournaient dans des films, dans des séries, voilà. Et puis pour gagner un peu plus leur vie, quoi. Et j'allais dire. Et puis aussi parce que le doublage, moi, c'est une activité que j'adore. Hein. Oui, c'est ça. Et j'allais dire, avoir très tôt appris le jeu de scène physique, corporelle, ça t'a aidé justement à mettre en avant aussi ce qui ne se voyait peut-être moins, la voix en fait, la tessiture, etc. Ça a été utile ça? Bien sûr, mais quand on est au cours de théâtre, on apprend à placer sa voix, on fait voilà. Puis bien sûr, ça m'a aidé pour le doublage. En fait, ce sont des acteurs à l'image, donc ça paraît logique qu'on les fasse doubler par des acteurs et pas seulement par des personnes qui ont une jolie voix, quoi. D'ailleurs, on vous voit vachement jouer. Quand on double un comédien comme Jim Carrey, qui est très physique, on est un peu obligé de l'accompagner physiquement aussi, faire un peu ce qu'il fait, quoi. Exactement. Donc, sinon, on l'entend, hein, la voix, c'est quelque chose de très intime, on entend tout de suite quand ça triche. Hein. C'est ce qui fait les mauvais doublages, parce qu'il y a des mauvais doublages. Et le doublage est arrivé très tôt dans ta vie, hein, vers 15 ans. C'est arrivé, oui, parce que en fait, j'ai commencé par tourner, comme je te dis. Hein, j'ai tourné dans Les Misérables, dans d'autres trucs, dans des films. Pierre Mondy aussi, Rochefort, tu as joué avec tous ces gens-là? Oui, tout à fait. J'ai tourné dans un film qui s'appelait Un dimanche de flic, où je faisais le fils de Jean Rochefort et de Barbara Suková, avec Hector Lanoux, tout ça. J'ai tourné avec plein d'acteurs. Tu sais faire Jean Rochefort? Jean Rochefort. La voix de Jean, non, je fais mieux Jean-Pierre Mariel. Non, Rochefort, vas-y. J'adore Marielle. Alors Dominique, heureux mon petit? Ah non. Putain, je suis ravi d'être dans ton émission, c'est tellement génial d'être... on est entre nous, quoi. Hein? Alors tu sais quoi, à la fin de cette émission... D'ailleurs, je fais une petite imitation de Jean-Pierre Mariel. De Marielle? Oui. Et alors donc j'ai tourné avec beaucoup d'acteurs morts. Oui. Ouais. Et voilà, et avec Pierre Mondy, dans une série qui s'appelait Billets doux. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était Jacques Frantz, qui était un des rois du doublage aussi, hein, a tourné dans cette série. Je crois que parce que cette série, on l'a tournée avec des acteurs italiens et allemands qui tournaient chacun dans leur langue. Et donc, on a dû repost-synchroniser entièrement la série, donc on s'est post-synchronisé en français, Jacques également, et c'est comme ça que je crois, en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à faire du doublage, parce que j'ai rencontré des directeurs artistiques qui faisaient du doublage, qui s'occupaient de distribuer des comédiens sur des doublages de films et séries étrangers. Et Jacques aussi, je crois que c'est comme ça qu'il a démarré. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi quand tu faisais des doublages? Alors d'abord ta propre voix, mais ensuite quand tu as commencé à doubler les autres, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est assez bizarre. Après, moi, j'ai commencé... C'est pareil, quand on est... j'étais presque enfant, en fait. Hein, j'ai commencé à 14 ans à faire un peu de doublage. Bon, je ne faisais pas des grands rôles, je faisais des petits rôles, des ambiances, comme ça. Mais j'étais pété de trac, hein, déjà. mais on fait les choses un petit peu... On n'intellectualise pas. Mais d'ailleurs, quand on est enfant et qu'on joue la comédie, que ce soit dans Les Misérables ou sur une scène de théâtre, on ne se pose pas de questions. On nous demande de pleurer, on pleure. On nous demande de rire. C'est plus tard quand on est adulte, qu'on intellectualise et qu'on devient mauvais. Voilà. Alors qu'on est à l'intuition. Mais un enfant, il est... sauf il y a des enfants qui jouent faux, qui parlent faux, mais quand un enfant joue juste, avec les bonnes intonations, en général, il est plutôt... très bon. C'est difficile quand on est adulte, d'ailleurs, de jouer avec un enfant ou avec un animal, parce que quand on est enfant, on dégage une spontanéité comme ça qui prend toute la place. Donc, l'acteur dans E.T., le petit garçon. Oui.
Non, mais quand tu as un bon enfant comédien, il prend toute la place. C'est difficile pour un adulte de se faire sa place à côté d'un bon enfant comédien. Ouais. Et quel est le premier acteur, j'allais dire, un peu connu que tu as doublé? C'est Christian Slater. Ok. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque Ça me chose. dit pas, non. C'est pas une star, mais c'était dans un film qui faisait, je dis ça parce que en fait c'est dans un film qui s'appelle Pump Up the Volume, et c'est l'histoire d'un garçon qui pirate les ondes de la radio pour faire son émission de libre antenne. C'est ce qui a donné l'idée à Fun Radio à l'époque de faire une émission de libre antenne. Et c'est ce qui leur a donné l'idée aussi, parce que j'avais un ton un peu provoque, un peu jeune branleur comme ça, qui leur plaisait beaucoup. Et c'est eux, et Diffoul, qui était à l'époque directeur d'antenne de Fun Radio, m'a proposé de faire l'habillage de Fun Radio avec ce ton, voilà, que je prenais dans le film. Évidemment. Et Christian Slater, bon, c'était pas une immense star, mais c'est quand même un comédien assez connu, qui a fait pas mal de choses. Et voilà, je l'ai doublé dans ce film-là. Et puis, non, mais vraiment, le comédien que j'ai doublé River Phoenix. Ouais. Et puis très vite, Jim Carrey, parce qu'en fait, The Mask, je l'ai doublé en 93, j'avais 22 ans. Ok. Et j'ai passé un gros casting. Alors, j'avais doublé, on m'a appelé parce qu'on me connaissait aussi, hein, je débutais pas dans le doublage. Ouais. Donc, il y a eu un gros casting d'organiser, déjà parce que le rôle, il est quand même assez particulier à doubler, hein. Il y a toute la partie The Mask où il fait des changements de voix, des voix un peu cartoon. Donc il fallait quelqu'un qui soit capable de passer d'une voix à une autre comme ça, de faire des imitations qui parlent un peu plus au public français que les imitations que Jim Carrey fait en original, ce qui est normal. Hein. Bien sûr. Et puis toute la partie où il est Stanley Ipkiss, où il est exactement l'opposé de ce qu'il est dans The Mask, hein, c'est le propos du film. Et puis voilà, donc j'ai passé le casting et j'ai été choisi pour faire. Et puis il fallait aussi quelqu'un qui sache chanter. Voilà. C'est ça. Donc en 93, tu es le doubleur français officiel de Jim Carrey. À partir de là. Officiel. Oui, alors c'était AMLF, à l'époque, Pathé maintenant, qui avait organisé ce casting parce qu'ils avaient acheté les droits d'exploitation de plusieurs films de Jim Carrey, enfin de 3-4 films. Donc il y avait Ace Ventura en Afrique, Dumb and Dumber, enfin bref, et qui voulaient, alors déjà faire un gros casting pour The Mask parce qu'ils savaient que ça allait, ils se doutaient que ça allait être un énorme succès et que ça allait plutôt pas mal se passer pour Jim Carrey, ce qui a été vérifié. Vérifié ensuite, et donc ils voulaient une voix qu'ils allaient pouvoir garder sur les films suivants. Ouais. Voilà. Donc la voix officielle, j'aurais très bien pu être remplacée. D'ailleurs, c'est arrivé qu'on me remplace sur un ou deux films de Jim Carrey. On n'a pas de contrat d'exclusivité, je veux dire. Okay. Après, si le studio américain ou français a l'intelligence de reprendre la même voix parce que c'est aussi une demande du public français qui s'attache à la voix. Au personnage. Donc tant mieux, mais c'est pas forcément, c'est pas une obligation. Alors Jim Carrey, tu connaissais quand on te l'a proposé. Tu as embrassé ce rôle comment? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es regardé tous les films de Jim Carrey? Tu as regardé comment lui... Non, Jim Carrey, je ne connaissais pas quand on m'a proposé The Mask. C'est la première fois que je le doublais. D'ailleurs, c'est ce film qui l'a révélé. Avant, il n'avait fait que des petits rôles. Hein. Je ne savais pas du tout qui c'était. J'ai passé le casting sur la partie The Mask, sur la partie Stanley Ipkiss. D'ailleurs, le distributeur était persuadé qu'un comédien ne serait pas capable de faire Stanley Ipkiss et The Mask. Donc, il avait réfléchi à prendre un imitateur pour faire la partie The Mask et un comédien pour faire Stanley Ipkiss. Et puis finalement... C'était mal me connaître. Et oh Coco. J'ai réussi à convaincre le distributeur qui a fini par me choisir. Et puis, pourquoi je disais ça? Non, mais je ne connaissais pas du tout. Tu ne le connaissais pas. Ah non, je ne connaissais pas du tout. Alors... Je me suis dit... Puis c'est très difficile. En plus, c'est très bizarre parce que c'était pas du tout une star. Hein. Vraiment, il était inconnu en France. C'est vraiment ce film qui l'a révélé. Mais tu l'as écouté quand même dans des interviews. Tu as regardé des précédents films de lui? Pas du tout. Mais non, en fait, il avait fait que des rôles assez secondaires, des petits rôles. Moi, je ne savais pas du tout d'où il venait, ce comédien. Donc là, tu as le film en langue anglaise qui te parvient. Et là, tu le regardes. Qu'est-ce que tu regarde, je ne l'ai même pas regardé dans la continuité, je n'ai même pas eu une projection. Je suis arrivé sur le jour de l'enregistrement, on m'a dit que j'étais choisi, j'arrive le premier jour, je ne savais pas du tout ce que j'allais doubler. Je savais
à peu près de quoi il s'agissait, parce qu'on m'en avait parlé quand même. Hein. Donc il y avait toute la partie The Mask, avec toutes les références à Tex Avery, tout ça. Et puis les imitations, et tout ça, tout ce que j'adore faire. Et puis la chanson, mais donc voilà, j'ai doublé comme on double n'importe quel film en fait. On écoute chaque scène, voilà, une fois, enfin on regarde chaque scène une fois, 2 fois, 3 fois, en version originale, avec la bande rythmo qui défile sous l'image. Qui correspond au synchronisme. Hein. Donc en fait, je ne sais pas si tu vois un peu je pense que le public ne connaît pas, donc effectivement, alors, tu peux de plus en plus, préciser, parce qu'il y a même carrément des chaînes YouTube, des tutos, mais des chaînes YouTube consacrées au doublage, donc ils refont une bande rythmo. Donc, en fait, voilà comment ça se passe. Il y a une scène, on regarde la scène. Sous l'image, il y a donc la bande rythmo qui défile de droite à gauche avec le texte calligraphié. À l'époque, c'était calligraphié à la main. Maintenant, c'est l'ordinateur qui le fait. Et donc, il y a une barre noire verticale à gauche de la bande, derrière laquelle défile le texte, et ça correspond au synchronisme. De labial. Ouais. Au labial, au lip-sync. Ouais. Voilà. Et alors, tu vois débarquer cet énergumène qui se transforme en masque. Ouais. Et là, toi, Emmanuel, tu t'oublies complètement et tu te dis, je vais me télétransporter dans ce personnage-là, dans ces personnages-là. En fait, je ne me pose pas trop de questions parce que moi, c'est tout ce que j'adore faire, donc je me suis éclaté. En plus de ça, à l'époque, on avait moins de contraintes, on avait beaucoup plus de liberté de faire ce qu'on voulait. Je pense que ça dépend évidemment du client, du studio, mais j'aurais pu tomber sur un studio qui me dise « Ah non, mais attends, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne fais pas les imitations que tu veux, tu ne peux pas faire Jean-Pierre Mariel, tu ne peux pas faire tel ou tel comédien ou telle voix, fais ce qu'il fait lui en anglais ». Et ça n'aurait pas marché. Ben non, parce que les références ne sont pas les mêmes. Parce que justement, c'est vraiment... C'est un travail d'adaptation, quoi. Donc il fallait que je trouve, et il fallait que ce soit spontané, donc c'est allé très vite en fait. Le personnage du masque, moi je l'ai doublé en une journée. Et Stanley Ipkiss, bizarrement, ça a pris plus de temps parce que le rôle est un petit peu plus complexe. Voilà, il y a peut-être un peu plus de subtilité dans le jeu, tout ça. Mais en fait, il fallait que ça aille vite. Je regardais spontanément ce que m'inspirait l'image et quelle voix je pouvais mettre sur telle ou telle scène, quoi. Bon, un petit florilège là. Ah, là, maintenant. Évidemment. Alors, tu as chauffé ta voix avec Marielle déjà, donc... Un petit baiser, chérie. Que je te montre ma grande tour de Pise. Alors là, ça c'est quand même un truc qui n'est pas du tout 2025. J'adore. Oh, mais moi, j'adore. Et là, ici, à d'autres époques, ça passerait plus du tout. On autorise tout. J'adore. Et que je te planterai ma fourchette dans tes raviolis. Et elle est si douce. Ce cul, c'était lui aussi. Hein. Ah oui, ça c'était Marielle. Mais c'est pas dans The Mask. Allez. Mais oui, non, voilà. Encore. Ah, oulala. C'est le truc. Ah si, tiens, peut-être la chanson. Je suis Sancho de Cuba, j'ai la Sancho pour la rumba. En jouant des maracas, j'ai fait tchic tchic tchiki boum, tchic tchiki boum. C'est moi Sancho le Cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je chante tout, elle devient tchic tchiki boum, tchic tchiki boum. Mais alors, ça date il y a plus de 30 ans. On a fait ça en 93, on t'imagine. Alors si, je révise régulièrement mon The Mask, parce que j'ai quand même... j'ai souvent affaire à des fans qui me demandent de faire voilà, le Splendide. Donc je le fais, évidemment, bien volontiers. Mais c'est fou, ce film. Plus de 30 ans après, on m'en reparle. Et évidemment, est-ce que Jim Carrey a entendu sa voix française? Alors écoute, ça, je n'en ai aucune idée, je n'en sais rien. C'est pas vrai. Non. J'en sais rien, peut-être. Toi-même, tu l'as jamais rencontré? Jamais. Incroyable. Incroyable. Oui, non, mais moi, j'adorerais le rencontrer, évidemment. C'est un tel génie. Mais c'est très bizarre, j'ai déjà rencontré 2 comédiens que je double régulièrement. C'est assez troublant de rencontrer, de serrer la main à quelqu'un qu'on a doublé donc, plusieurs fois dans des films, dans des séries, comme ça. Voilà. Donc, mais moi, j'adorerais rencontrer Jim Carrey. Jim, on te passe le message. Mathieu Perry, ça va être difficile maintenant, mais... Ouais, alors, on va en parler de Mathieu Perry. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé? Pourquoi toi,
tu débarques dans le Friends français. Alors là, je n'en sais rien. C'est le directeur de la société de production qui s'appelait La Sophie. Donc c'était Michel Salva pour qui je travaillais régulièrement, hein, qui un jour, cette société de production m'a dit on a des épisodes, les premiers épisodes d'une série à doubler en urgence, il faut que tu viennes. Je dis mais en plus j'aurais pu ne pas le faire parce que j'étais débordé de travail à l'époque, donc je n'avais pas de temps dans la journée. J'ai dit écoutez, moi la seule chose que je peux vous proposer c'est le soir. Donc il m'a dit c'est pas grave, on t'attend, tu viens. Donc j'ai fait mon rôle. J'ai peut-être enregistré 2 épisodes comme ça un soir, tout seul, sans mes partenaires. Pourquoi est-ce qu'on m'a choisi là-dessus? Parce que je pense que c'était une idée de Michel Salva qui me connaissait, hein, donc il savait, qui a plutôt souvent des bonnes idées pour distribuer comme ça. Et alors, ça fait comment Chandler? Ça fait comment Chandler? Ouais. Chandler, en fait, c'est un personnage qui est... il est plus proche de moi que Jim Carrey. Hein. Bon, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si je m'exprimais comme Jim Carrey, je pense que ça ferait peur déjà chez moi. Je pense que ma femme et mon fils ne me supporteraient plus. Mais non, mais c'est plus le type du... Je ne change pas vraiment ma voix. Je ne change pas ma voix, en fait. D'ailleurs, je change ma voix pour aucun des personnages que je double. Je change juste les intentions de jeu. J'essaie de coller au plus proche d'être au plus proche de l'original. Et puis forcément la voix se modifie un peu, mais la voix de Chandler, c'est ma voix. C'est ma voix. Mais quelle intention tu y mets par rapport au personnage? C'est quelqu'un qui déconne beaucoup, qui est vachement dans la vanne. Il parle pas tant que ça en fait, hein, Chandler. Mais il est beaucoup dans la vanne. C'est clairement lui qui a les meilleures punchlines. Mais je suis toujours très très embêté quand on me demande d'imiter, de faire la voix de Chandler parce que en fait il a les meilleures punchlines, mais il n'a pas vraiment de répliques cultes ou de dialogue comme ça. Je l'entends quand même. Culte, là. hein. Je l'entends. Bah oui, comme je te dis, en fait, c'est vraiment le personnage qui me correspond le mieux, enfin, je veux dire, dont je me sens le plus proche, voilà, de la nature de comédien. Alors, un homme en tous les cas torturé, il est décédé en 2023. Ouais. Tu l'as rencontré? Mais comme Jim Carrey, hein. Matthew Perry. Exactement. Comme beaucoup de grands comiques, en fait. Tu poses pas de questions là? Pourquoi tu doubles ces gens-là? Ah, tu me demandes si je suis déprimé, c'est ça? Je sais pas. Intéressant. On a tous une part sombre, mais non, mais évidemment. Mais non, je me sens pas spécialement sombre, torturé. Je sais pas. Comme les gens ont beaucoup d'imagination dans ce métier, un jour on a vu que je me débrouillais pas mal pour doubler Jim Carrey. On s'est dit tiens, lui il va faire les comiques. Donc Matthew Perry est arrivé, on m'a donné Mike Myers à doubler, Sacha Baron Cohen. Bon, c'est vrai. Ah, moi, j'adore, hein, parce que moi, le registre de la comédie, c'est un registre que j'adore. J'adore faire rire. J'adore les ruptures. J'adore le rythme qu'impose la comédie. C'est une partition, quoi. C'est vraiment presque une partition musicale. Et puis surtout. Je trouve que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. C'est Ninet qui disait un truc très juste à ce propos. Il disait en fait, quand on est dans le registre du drame, on peut toujours s'en sortir, on peut attendrir, on n'est pas obligé de faire pleurer à chaque fois, on peut attendrir, on peut émouvoir, etc. Mais le comique, en fait, si on ne fait pas rire, il faut faire rire, quoi. Si on ne fait pas rire, c'est foutu. Matthew Perry, est-ce que tu l'as rencontré, lui, de son vivant? Non, jamais. Non plus. Jamais. Et lui te connaissait? Il a validé ta voix? Non plus. Je pense pas, non, je pense pas. Ah, c'est intéressant. Non. Alors, non, c'est pas lui qui valide les voix. Hein. Ça peut être le comédien original s'il produit le film, par exemple, ou s'il réalise le film. Peut-être qu'il va avoir parfois un droit de choisir la voix française, mais en ce qui concerne Jim Carrey et Matthew Perry, en tout cas, si c'est le cas, on ne me l'a pas dit. Quoi. Je sais pas. Et le décès de Matthew Perry, évidemment sans le connaître, mais en étant tout de même proche de lui, tu réagis comment, toi, quand tu apprends sa disparition? C'est aussi la disparition de Chandler, c'est aussi un peu ta disparition. Oui, non, mais c'est vrai. Mais alors, en fait, j'ai appris ça dans la nuit. C'est ma femme qui m'a réveillé à 5h du matin. Elle a vu une notification qui annonçait le décès de Matthew Perry. Elle me réveille en me disant « Hey, dis donc, Emmanuel,
Matthew Perry est mort et puis sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé. Et puis après, en fait, bon, malheureusement, on pouvait s'y attendre. Hein. On connaissait son combat contre les addictions. Je dirais presque que le plus surprenant, c'est qu'il soit encore vivant, parce que, et d'ailleurs, il le dit très bien dans son livre, hein, il aurait dû mourir bien longtemps avant. Et puis alors, est arrivé un truc de dingue, c'est que c'était un dimanche, je me souviens, mais à 9h pétante, j'ai eu des appels de, je sais pas, 10, 15 journalistes qui voulaient faire une interview de moi et recueillir mon témoignage comme si j'enterrais mon frangin, quoi, alors que je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais même serré la main. Et donc je disais, mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas, parce que je ne suis modestement que sa voix française. Enfin, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à le doubler, et que je l'ai doublé pendant 22 ans quand même, hein, et pas que dans Friends. Et on m'a dit, mais vous savez, en fait, Matthew Perry, ce qui restera de Matthew Perry en France, c'est vous, c'est votre voix, et c'est à votre voix que le public est attaché, quoi. Donc j'ai compris, je me suis prêté à l'exercice du témoignage de la disparition de quelqu'un que je ne connaissais pas. Voilà. Mais et je me suis rendu compte tout au long de la journée que effectivement j'avais un lien particulier avec Matthew Perry, quoi. C'est très bizarre, parce qu'on a quand même un lien d'intimité. Parce que j'ai rejoué toutes les scènes de Friends, hein, en fait, et puis j'ai essayé de les rejouer le plus fidèlement possible, avec toutes les subtilités de jeu, toutes ces ruptures. Donc on a l'impression de connaître quelqu'un sans véritablement le connaître. Quand on retrouve un comédien comme ça, quand on a la chance de retrouver un comédien dans un film, et un comédien qu'on a doublé, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de fois, comme Jim Carrey, on a l'impression de retrouver un pote. En fait, c'est très drôle, parce qu'il y a un lien vraiment d'intimité assez spécial, et pourtant, je n'ai jamais rencontré Jim Carrey, mais je ne désespère pas de le rencontrer un jour. Non. Et on sera là, nous. Ça se fera peut-être. Et ce personnage-là de Chandler va te manquer? Tu le sens? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, Chandler, c'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment c'est un des personnage dont je me suis senti le plus proche du point de vue du jeu d'acteur, et je suis rentré dedans comme dans mes chaussons, quoi. Enfin, j'ai eu aucune difficulté à doubler Chandler, mais dès le premier épisode, quoi. Et en écoutant justement ce que tu racontes avec les journalistes, ce qui est dingue, c'est qu'en donnant ta voix pour cette interview, tu rendais presque immortel le personnage, puisque même après sa mort, il continue de parler. C'est incroyable. Oui, c'est ma voix. Écoute, je trouve ça très flatteur, hein, évidemment. Mais et d'ailleurs, tu vois, je disais, les personnages, les comédiens que je double, hein, et beaucoup Matthew Perry, Jim Carrey aussi, mais ce sont vraiment des comédiens qui m'ont nourri en tant que comédien quand je joue au théâtre. Voilà. Ils ont révélé une part de folie, de singularité que j'avais refoulée, que je ne me connaissais pas. Et ça me sert beaucoup dans mon jeu d'acteur quand j'aborde un personnage au théâtre. Voilà. Et puis l'inverse est vrai aussi. Bon, Sacha Baron Cohen dans Borat, c'est comment? C'est pareil, c'est un peu du Jim Carrey dans The Mask, en fait, parce que barré, quoi. son grand truc à lui, Sacha Baron Cohen, c'est de faire des accents, des personnages complètement dans Dictateur, voilà, j'ai fait un accent rebeu, dans Ali G, je fais un accent banlieue, dans Bruno, il fait un gay top modèle avec l'accent autrichien. C'est tout ce que j'aime. Bon, voilà, allez, un exemple. Et dans Borat, alors j'ai pas fait le 1, mais j'ai fait le deuxième, là, qui est sorti sur Amazon. Et donc c'était Yang Shemash Manabora, je viens de Kazakhstan. C'est ça. Voilà. Complètement. Et chez nous, il y a Bruno, tu sais, hein, c'est comme ça, c'est un modèle, hein, qui est comme ça, il faut le savoir. Mais cette tessiture que tu as, quoi, c'est dingue. Parce que tu forces pas, quoi. Non, en fait, tu vois, en fait, là, dans la pièce que je joue, en ce moment, je fais donc un officier de la Wehrmacht et je dois prendre l'accent allemand. Mais c'est quelque chose qui m'amuse. J'ai jamais travaillé ça.
Donc je tiens l'accent allemand parce que le personnage est quand même assez important. Et ça m'amuse beaucoup, j'adore faire ça. Alors voilà. Ah non, mais je peux pas, moi. L'accent allemand. Bonjour, c'est le personnage s'appelle Kurt Werner. Voilà. Et il est officier de la Wehrmacht. Bon, on est passé de Bruno à. C'est un peu. C'est très décalé, hein, parce que la pièce, elle est quand même. Elle est. Bon, c'est pas franchement la comédie de l'année. D'où les cheveux, hein, vous aurez compris. Voilà. Le brun est devenu blond. Pour les besoins de la pièce que j'ai. Bon, Mike Myers, Austin Powers, c'est pareil, lui aussi, il est complètement déjanté. Ouais, oui, ça te colle à la peau, hein. J'ai été un peu catalogué dans les comiques, dans les comiques un peu déjantés comme ça. Mais moi, ça me va très bien, j'adore. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Après, j'ai beaucoup de plaisir aussi à doubler des comédiens, des personnages dramatiques. Ben Stiller. Ben Stiller aussi, encore. Alors, je ne suis pas sa voix attitrée. Il est principalement doublé par Maurice de Coster. Mais je l'ai doublé il y a très longtemps dans Mon beau-père et moi. Et puis évidemment, j'ai fait le 2e et le 3e, hein, j'ai fait les 3 volets. Franchement, une super série de comédies sur laquelle je me suis éclaté. Et c'est ta voix aussi. Mais quelle est la différence entre cette voix-là, que tu donnes à Ben Stiller, et celle que tu donnes à Matthew Perry, par exemple ? Mais en fait, comme je te l'ai dit, au risque de te décevoir, je ne change pas ma voix. Non. Je ne change pas ma voix, le principe du doublage, en fait, c'est d'essayer d'être au plus proche, de coller le plus possible à la version originale, de trahir le moins possible. On est obligé de trahir quand même, parce qu'il faut quand même se réapproprier le personnage et y apporter sa singularité, sa personnalité. Donc on est obligé de trahir un petit peu, parce que les intentions du jeu ne sont pas les mêmes. On ne joue pas l'humour, on ne joue pas l'émotion exacte. Enfin, il faut quand même apporter sa sincérité, quoi. Et par rapport au corps aussi, j'imagine, de l'acteur. Par rapport au corps, bien sûr. Qu'il a donné. On fait un travail de corps, on n'est pas assis sur son canapé. Voilà. Et j'ai mis Kyle Chandler aussi. Kyle Chandler. Alors lui, pour le coup, c'est pas un comédien comique. Et voilà, c'est un comédien que j'aime beaucoup. Il a une puissance de jeu. C'est vraiment quelqu'un de très intense que j'ai beaucoup de plaisir à doubler et que par chance j'ai suivi quasiment tout le temps. Voilà, depuis Demain à la Une, je ne sais pas si tu te souviens de cette série. Demain à la Une, ouais. Et puis là, je l'ai doublé dans des séries, dans une série Netflix justement qui s'appelle Bloodline, et qui est une excellente série. Enfin voilà, c'est un comédien très intense comme ça, mais qui a beaucoup de charme. C'est un club fermé, hein, les voix françaises. Alain Dorval, qui est parti. Rocky ? Oui, alors si on parle des poids lourds, un peu des ténors. T'es un poids lourd, excuse-moi. T'es un poids lourd dans la voix, quoi. Céline Monsara, Julia Roberts. Oui, il y a Darbois. Il n'y a pas beaucoup de voix singulières comme ça qui ont. Oui, c'est une époque aussi où on aimait bien aussi choisir des comédiens pour leur particularité vocale. Comme Patrick Poivet qui faisait Bruce Willis aussi, c'est Céline, Patrick, c'est vraiment deux comédiens qu'on reconnaît immédiatement, quoi. Ils ont à peine dit 3 mots qu'on les reconnaît, quoi. Céline Monsara, c'est Julia Roberts, quoi. On l'entend quelquefois sur des chaînes faire des bandes annonces, quoi. C'est elle, quoi. C'est Julia Roberts qui nous parle, quoi. J'ai pas une voix aussi particulière, aussi singulière, je pense, que Patrick ou Céline, mais à force d'emmerder tout le monde pendant 30 ans, je pense qu'on a fini par me reconnaître. Et donc, c'est vrai qu'on me reconnaît assez souvent, vocalement. Alors ça nous a joué des tours parce qu'effectivement, on est très, très identifiable sur certains comédiens ou sur certaines séries qui ont marché. Je prends l'exemple de Friends ou Jim Carrey. Et du coup, ça m'a un peu joué des tours parce qu'il y a beaucoup de comédiens sur lesquels il y a beaucoup de clients maintenant, de chaînes ou de distributeurs, de studios qui ne me veulent pas parce que ma voix est trop connue. T'es étiqueté tel personnage, quoi. Et puis, il y a d'autres personnages en couleur. Il y a Simba.
adulte. Oui, alors bon, ça c'est de l'animation, ouais. Mais ça, c'est énorme. Bah oui, Et là, tu chantes aussi. Gros carton, ouais. Voilà, tu me fais Simba, parce que moi, Simba, c'est quand même... Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes, impossible, elle serait trop blessée. Oh là là. Hakuna Matata. Tu l'as chanté celle-là aussi. Ouais, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Ça aussi, plus de 30 ans après. Et tu te rends compte qu'en fait, moi j'ai écouté, j'ai regardé ce dessin animé, et j'avais cette voix, pour moi c'était le lion, quoi. Et puis le lion, il est peroxydé là. Et c'est ça. Tu vois, mais je suis plus proche de la couleur de Simba maintenant qu'avec ma couleur naturelle. C'est énorme, énorme. Alors Simba, Moïse dans Le Prince d'Égypte. Moïse dans Le Prince d'Égypte, oui. Dimitri dans Anastasia, c'est toi. Crone. Kronk. Kronk dans Cusco. Je me suis trompée. Cusco, l'empereur mégalo. Alors ça c'est. Là, pour le coup, c'est une vraie composition vocale. Parce qu'en anglais, c'est une voix qui est très grave, comme ça. Et donc, on m'a demandé de prendre une voix un petit peu grave, comme ça. À la Marielle. Voilà, un petit peu à la Marielle, oui. Mais c'est quelqu'un de. Alors, il est très, très musclé. C'est un peu le sous-fifre d'Yzma, la méchante du film. Donc il est très... alors elle est méchante, il est aussi gentil qu'elle est méchante, il est très serviable, très... voilà, il est un peu naïf, un peu concon, voilà, ouais. mais très gentil. Voilà. Dingo, je ne savais pas moi. Eh oui. Dingo. C'était Gérard Rinaldi qui faisait la voix il y a 13-14 ans. Ouais, et puis j'ai pris la suite après son décès. Donc, ça fait comment Dingo? Oh bah dis donc, merci de m'inviter chez toi, Dominique. Ah non. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est physique, hein? C'est physique, oui, c'est physique, oui. De doubler du dessin animé, c'est physique aussi, parce que c'est souvent très... y a une énergie, doubler un personnage de dessin animé, souvent, sauf des personnages très réalistes comme Dimitri dans Anastasia ou Le Roi Lion, mais c'est vrai que quand on double du cartoon pur, des personnages comme Dingo, assez haut en couleur, en fait, c'est de la caricature. Il faut rester très sincère. C'est un peu la difficulté du dessin animé, c'est qu'il faut toujours rester très sincère, mais être dans la démesure, quoi. On est à 150%. Et puis tu vas continuer au théâtre jusqu'à cette pièce dont on va vous parler maintenant, qui est en haut de l'affiche et qui cartonne, qui explique le pourquoi du comment du jaune un peu pisseux des cheveux d'Emmanuel. Sympa. Dolores. Voilà. Bon, tu nous parles de Dolores et de ton personnage. Oui, alors Dolores, déjà c'est un spectacle dans lequel je suis très très fier d'être. J'ai rejoint cette troupe en fait parce que c'est un spectacle qui se joue depuis plus de 2 ans. En fait, ils ont fait 2 Avignon et plus une tournée. Et là, c'est la première fois qu'ils le jouent à Paris depuis le 29 août dernier. Et je fais une alternance avec François Ferroletto qui a lui créé le spectacle, qui est vraiment à l'origine de la distribution. Et puis voilà, donc c'est une histoire vraie. Ça se passe dans les années 30 en Pologne. Et Dolores, donc c'est l'histoire vraie de Sylvine Rubinstein qui, avec sa sœur jumelle, forme un duo de danseurs de flamenco. Ils vont se produire comme ça de cabaret en cabaret. Ils vont connaître un début de carrière internationale fulgurant qui va évidemment être brutalement interrompu par la montée du nazisme. Voilà, on est en 1935, je crois. Les Juifs n'ont plus le droit de travailler, donc ils vont devoir arrêter leur numéro. Puis Hitler envahit la Pologne. Ils vont se retrouver enfermés, emprisonnés dans le quartier juif de Varsovie, le ghetto de Varsovie, dont ils vont réussir à s'échapper. Et puis ils vont être séparés, et Sylvine Rubinstein ne reverra jamais sa sœur. Voilà. Et puis il va devenir, un peu à son corps défendant, un tueur de nazis. Il va s'engager dans la résistance. Moi j'incarne Kurt Werner, un officier allemand qui a
vraiment existé. Tous les personnages de la pièce ont existé. En fait, la pièce a été inspirée par un documentaire, d'une série documentaire qui s'appelle Les Oubliés de l'Histoire sur Arte. Ouais. Et c'est ça qui a inspiré la pièce. Les deux auteurs sont Yann Guillon et Stéphane Laporte. Et la mise en scène signée Virginie Lemoine. Voilà, et donc je peux donner la distribution si tu veux, de toute voilà, façon on mettra... Les partenaires sont Olivier Citruc, en alternance avec Adrien Melin, Joséphine Toby, Sharon Sultan, qui est danseuse et comédienne, danseuse de flamenco, parce qu'évidemment ça raconte ce duo de danseurs de flamenco, donc il y a du flamenco tout au long de la pièce, avec des artistes incroyables. Donc il y a Dani Barda qui est guitariste, Cristo Cortés, chanteur, excellent chanteur de flamenco. C'est ça aussi le théâtre en fait, c'est qu'on n'est pas seul, c'est une troupe. Un danseur, Ruben Molina, danseur de flamenco. Voilà, donc on est 7 sur scène. Moi je fais 6 personnages d'ailleurs. C'est ça. Voilà, je fais donc Kurt Werner qui est le personnage important. Et puis je fais d'autres personnages qui ont chacun une ou deux belles scènes et qui existent et que j'adore jouer. En fait, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi, passer d'un personnage à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça te poursuit même sur scène. Ça me poursuit même sur scène, ouais. On a dû voir mon côté schizophrène. Ouais, c'est ça. Et donc tu passes aussi. Alors tu gardes la même voix à chaque fois pour tes personnages ou tu te modifies? Oui, je la modifie un peu, mais en fait, tu sais, c'est un petit peu comme au doublage. Je cherche pas spécialement à la modifier. Mais en fait, c'est le caractère du personnage que je change, évidemment. Ouais. Ils sont pas du tout, ils sont complètement différents les uns des autres. Alors, si vous voulez y aller, et je vous y encourage, c'est au Théâtre Actuel La Bruyère à Paris. Et donc, jusqu'à Noël, évidemment, vous pouvez vous régaler. Mais après aussi, en 2026, pour le moment, c'est jusqu'à fin avril, hein, c'est ça? Oui. Et ça pourrait continuer? J'en sais rien, si vous êtes là. J'espère. C'est ça. La question, évidemment, que je me pose, c'est, tu as une préférence, toi, entre le jeu d'acteur et le jeu vocal, le doublage? C'est vraiment deux exercices assez différents, qui requièrent chacun des qualités de comédien, évidemment, mais le métier, le doublage, en fait, ça permet de jouer des rôles qu'on ne me donnerait jamais à jouer au théâtre. Par exemple, je veux dire, Austin Powers, jamais on me donnerait à jouer ça à l'image. C'est pas du tout pour moi, a priori, quoi. Et puis c'est vrai qu'on a peu l'occasion de jouer. Enfin, je sais pas quel est l'acteur français qui a une carrière comparable à celle de Jim Carrey, mais c'est quand même un ovni, ce comédien, quoi. Il a abordé des registres tellement différents, donc c'est vrai que même si j'étais une star du cinéma français, on me donnerait assez peu l'occasion d'aborder autant de rôles différents et aussi singuliers, quoi. Est-ce que tu es inquiet de l'apparition de l'IA, en fait, du doublage un peu, qui enlève de l'humanité et la matière humaine à cette voix-là? On l'a vu avec une actrice qui a été complètement créée par l'IA, qui est assez bluffante de vérité, de réalité. Bien sûr. Tu te dis quoi, toi? Est-ce que le doublage en tant que tel que tu offres, par exemple, à un Jim Carrey, peut être remplacé par un robot? Le danger... Moi, j'ai du mal à croire que l'IA puisse atteindre notre niveau de jeu. L'énergie, l'énergie qu'on y met, quoi. L'IA, elle est tout sauf intelligente. Elle ne fait que reproduire ce qu'on lui a appris à faire, quoi. Imiter les intentions de jeu, imiter des émotions, mais elle ne peut pas les ressentir. L'intérêt d'une performance de comédien, c'est justement de savoir que c'est un humain qui l'a faite. Ça n'a plus d'intérêt de savoir que c'est une machine. Et puis les émotions, moi, le danger, c'est que parce qu'évidemment, c'est pour des raisons économiques, hein. On a bien compris que c'était pas pour améliorer la qualité du doublage, c'était pour faire des économies au studio. Le danger, c'est que l'IA arrive à une qualité
approchante de celle qu'on est capable de produire, mais... et qu'on s'en contente, en fait. Voilà, et qu'on se contente de quelque chose d'assez médiocre, en se disant, voilà, c'est peut-être moins bien, c'est plus approximatif, mais étant donné les économies substantielles que ça nous fait réaliser, voilà, et puis, mais je ne sais pas, est-ce que c'est au public aussi de décider, malheureusement, enfin, il faudrait que le public puisse se révolter contre ça. Est-ce que les parents de jeunes enfants veulent que leurs enfants découvrent les émotions le prochain film d'animation, je ne sais de quel studio, avec des voix de robots, avec des voix artificielles, des émotions artificielles, je ne crois pas. Donc, bon, voilà, c'est un sujet, mais l'intelligence artificielle, ça va être un bouleversement total, et pas seulement dans le domaine artistique, mais à peu près dans tous les domaines. Hein. Donc, malheureusement, je pense que si les gouvernements ne légifèrent pas, ça va mettre beaucoup de gens sur le carreau. C'est quand même la perspective de 300 millions d'emplois dans le monde qui vont disparaître. Donc, ça va être une véritable... révolution. Une véritable révolution. Et un gâchis énorme, en tous les cas. Oui. Donc, c'est marrant parce que c'est vrai que nous, on a fait pas mal d'émissions. Les journalistes nous invitent. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé où, justement, pour faire entendre notre voix, sans jeu de mots. Mais et on a l'impression qu'il n'y a que les acteurs de doublage, en fait, qui se révoltent, qui expriment leurs craintes face à l'arrivée de l'IA. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déni collectif comme ça sur les conséquences que l'IA risque d'avoir sur la société de demain. Mais c'est demain, justement. Ouais. C'est pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent d'ici à ce que ça arrive. Mais en fait, on l'a vu, l'actrice. Je veux dire, elle est là, hein, l'actrice est là. Contrairement à ce qu'a l'air de prétendre Christian Clavier, il n'y a pas que les doubleurs, puisqu'il nous appelle les doubleurs et pas les comédiens. Pas les comédiens de doublage. Il a l'air de nous considérer un peu du haut de son mépris, mais il faut quand même qu'il sache aussi que lui est en danger. Hein. Les comédiens à l'image aussi sont en danger. On crée maintenant, comme tu l'as dit, des comédiens entièrement en IA. S'ils l'ont fait avec une comédienne, ils peuvent le faire avec des tas de comédiens. C'est très intéressant ce que tu viens de dire là. Un doubleur et un comédien. Mm-hmm. Toi, c'est aussi là que tu dis que la richesse de l'humain est importante, en fait. C'est que vous n'êtes pas juste un perroquet qui va lire une phrase, etc. Il y a un comédien derrière. Il y a des intentions. Quand un directeur artistique fait appel à quelqu'un pour doubler un comédien aussi riche et incroyable que Jim Carrey, ou je ne sais quel comédien, Brad Pitt, Clooney, Julia Roberts... il ne va pas prendre quelqu'un uniquement parce qu'il a une jolie voix. Il faut être capable de reproduire les intentions de jeu, l'émotion, l'humour, la fantaisie, la folie. Voilà, il faut être capable de tout ça, quoi. Donc ça, peut-être que Christian Clavier considère que nous ne sommes que des perroquets, mais il faut savoir qu'il y a des comédiens, on ne le sait peut-être pas, mais Pierre Arditi a fait énormément de doublage avant d'être la star qu'il est devenu. Tout à fait, Patrick Devers en a fait énormément aussi. Puis il n'y a pas que lui, il y en a plein. Lucien Jean-Baptiste, des gens, des comédiens très connus à l'image. On parlait de ton côté schizo tout à l'heure. Peut-être se rassurer de se dire que l'IA n'est pas encore suffisamment schizo pour embrasser tous ces personnages. Pour l'instant, ils sont pas capables de le faire, en tout cas pas à notre niveau. Mais en tout cas, ils s'emploient à le faire. Voilà, c'est le projet. Hein. Et puis là, les avancées technologiques, c'est exponentiel. Hein. Ça va de plus en plus vite. Ça va aller très très vite. Mais en première ligne. Il n'y a pas que les comédiens de doublage qui sont en danger, il n'y a pas que les comédiens à l'image non plus. Alors au théâtre, on a encore un peu d'avenir. Je pense que l'IA ne sera pas capable de remplacer les comédiens sur scène, mais en tout cas, les avocats, les journalistes, les enseignants, les journalistes, les traducteurs évidemment. Voilà, il y a des tas de métiers qui sont vraiment
très très menacé. Dites-nous ce que vous en pensez justement. Laissez-nous vos témoignages, vos petits messages. Dites-nous si vous êtes prêts à avoir une voix de Jim Carrey qui parle comme ça. La seule manière d'empêcher que l'IA remplace les comédiens de doublage, je parle pour les comédiens de doublage, mais je pense aussi à d'autres métiers évidemment, hein, mais c'est que le gouvernement légifère. C'est que l'IA soit une complémentarité et non pas le grand remplacement de demain. Le problème, c'est que quand on essaie d'interpeller le ministère de la Culture, Rachida Dati, en fait, ils font les sourdes oreilles, ils ne répondent absolument pas à nos sollicitations, à nos craintes, quoi. Je pense qu'ils s'en fichent totalement. Et malheureusement, c'est le seul moyen. Voilà. Mais quand tout le monde aura perdu son job. Alors c'est aussi à nous de faire de la résistance. Voilà. Parce que c'est 300 millions d'emplois qui vont disparaître dans le monde, mais il n'y aura pas 300 millions de nouveaux emplois qui vont apparaître miraculeusement comme ça grâce à l'IA. Ouais. Faire attention à ce qu'on veut et la qualité. Le projet des studios américains qui veulent travailler avec des sociétés start-up d'intelligence artificielle que sont Eleven Labs ou Deep Dub, enfin voilà, c'est de contrôler le doublage depuis chez eux, depuis les États-Unis, en se passant de tous les studios français, des studios français, mais de tous les métiers qui font le doublage. Hein, il y en a à peu près une vingtaine. Il n'y a pas que les comédiens, il y a des directeurs artistiques, des ingénieurs du son, des adaptateurs, des personnes qui travaillent à la prod. Et c'est 15 000 emplois qui risquent de disparaître. C'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Hein. C'est 700 millions qui vont partir en fumée comme ça. Alors qu'il y a tant de talent là, en un seul mec. Et puis c'est surtout. Con. Non mais voilà, c'est surtout que ça paraît être un non-sens que des acteurs à l'image soient doublés par des machines, quoi. Ouais. On a parlé de jeux d'acteurs, hein, d'acteurs que tu vas doubler. Est-ce qu'il y a un acteur que tu rêves de doubler? Là, si tu as le choix. Alors là, que je rêve de doubler. Allez. Mon Dieu. Il y a des acteurs qui sont formidables, mais enfin, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont déjà des voix françaises qui sont formidables. On s'en moque. DiCaprio, il est très très bien doublé par Damien Viteka. C'est un acteur extraordinaire, évidemment, et qui en plus a fait un choix de carrière absolument dingue. Je crois qu'il s'est rarement planté. Il n'a fait que des bons films, quoi. C'est aussi l'acteur que tu aimes, c'est-à-dire que quand tu prêtes ta voix à un acteur, c'est aussi le parcours humain qui t'intéresse. Tu peux refuser des voix? Je l'ai déjà fait. Ok. J'ai déjà fait parce que, justement, c'est un peu en lien avec la question que tu me poses. On m'a déjà proposé de doubler des acteurs qui étaient doublés, qui avaient leur voix française, des voix françaises, des comédiens que je respecte infiniment et que je trouve formidables. Je ne vois pas ce que je peux apporter de plus. Et vous savez, parfois les directeurs artistiques, les sociétés de production, elles veulent mettre leur petit grain de sel, réécrire le doublage et son histoire. Et donc ils décident comme ça arbitrairement de remplacer tel ou tel comédien parce qu'il faut de la nouveauté, parce que ça les valorise. Et donc moi, on m'a proposé de doubler 2 fois des comédiens dont je ne suis pas la voix française, qui ont une voix attitrée, qui sont d'excellents comédiens. Donc j'ai dit, je vois pas ce que je peux apporter de plus, donc non. Classe. Non mais ça me paraît normal. Classe. Voilà, donc moi j'ai doublé une fois il y a très longtemps Johnny Depp, qui est évidemment un acteur incroyable. Hein. Je l'ai doublé dans Las Vegas Parano. Et puis après, bon, voilà, c'était un comédien qui n'avait pas vraiment une voix attitrée à l'époque. Et puis depuis, c'est Bruno Choël qui le double et qui le double admirablement bien. Et je ne vois pas ce que je peux faire de mieux. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé alors lui, pour le coup, j'aurais bien aimé le doubler dans 1 ou 2 films en plus, parce que ça m'avait tellement bluffé sa performance dans Las Vegas Parano que j'étais un peu triste de ne le doubler qu'une fois. Voilà. Quel est le mot, mot, qui sonne le mieux pour toi, que tu adores dire et que tu aimes? Le mot de la langue française que je préfère?
Je ne sais pas, je vais dire un truc un peu gnangnan, peut-être le mot amour, je ne sais pas, non. Et il sonne bien? Oui, ça sonne bien, amour, non? Mais c'est pas gnangnan, moi Non, je sais pas. j'adore. Celui qui sonne le moins bien pour toi? Enfin, celui que j'aime le moins, c'est injustice. Ouais. Ton gros mot préféré? Oh, je vais peut-être te décevoir, c'est assez classique, mais connard, je trouve que ça sonne bien, c'est efficace. Le art, hein, connard. Connard, ça sonne bien. C'est ça. Ta chanson préférée? Je dirais vraiment la chanson que je trouve incroyable, enfin qui à chaque fois c'est Bohemian Rhapsody. Ah là là. Voilà. Je trouve que c'est du génie d'avoir. Enfin, faut être complètement barré pour avoir fait, et génial pour avoir composé, écrit une chanson pareille. Il faut avoir du génie, quoi. Pas forcément l'IA qui peut permettre ça, je pense. Encore une fois. Non, c'est clair. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, elle n'en est pas capable. Ouais. Et l'acteur que tu as adoré doubler? Que j'ai adoré doubler? Dans toute ta carrière, là. Je sais, c'est dur. Non, mais je dirais Jim Carrey et Matthew Perry à peu près au même niveau. Mais c'est vrai que Jim Carrey, il a abordé des registres tellement différents et il a pris des risques que Matthew Perry, malheureusement, n'a pas... Enfin, après, c'est un choix. Hein. Je pense que Matthew Perry, il a un peu fait le rôle de Chandler toute sa vie. Ouais. Même dans les autres séries dans lesquelles j'ai eu la chance de le doubler. Mais c'était un peu Chandler sans les autres, hein, dans les séries qu'il a fait par la suite. Mais Jim Carrey, il est toujours épatant, quoi. Il me bluffe. Et même si je reconnais, même si j'ai un lien un peu intime, à force de le doubler avec lui, j'ai ses codes de jeu. Évidemment, c'est plus simple, c'est un raccourci. Hein. Mais c'est vrai que il est tout aussi dingue dans le registre dramatique que dans ses folles comédies ou dans des rôles de psychopathe comme disjoncté. J'adore. Ouais. Et puis c'est un cartoon, ce mec. Il est élastique, il fait ce qu'il veut de son visage. Il est dingue. Ouais. C'est un ovni. Il ne ressemble à aucun type d'acteur. Quoi. Tu le verrais là dans le fauteuil d'Entre vous et moi? Tu crois qu'il se livrerait comme ça? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Mais je crois que c'est quelqu'un de très... Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment, au-delà de l'acteur, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment un humain que j'aime beaucoup. Quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment des réflexions sur la vie, il est beaucoup dans la spiritualité, d'ailleurs. Et je crois il se sent un petit peu... je crois qu'il a fait un peu un rejet de ce monde, un peu d'Hollywood. Je sais que l'affaire Will Smith aux Oscars l'a beaucoup affecté, et c'est ce qui est un petit peu... C'est une des raisons pour lesquelles il a, je crois, mis fin officiellement à sa carrière. Alors, bon, une fin qui a l'air de durer. De revenir, ouais. Et tant mieux pour moi, parce que j'aime beaucoup le doubler, donc j'ai très envie qu'il continue son activité de comédien. Mais là, tu vas continuer à le doubler, là, dans ses prochains films. Dans ses prochains films, je ne sais pas. Alors, il y a un Sonic 4. Sera-t-il dedans? D'après ce que j'ai entendu, il semblerait, mais je n'en ai pas la certitude. On ne me l'a pas dit officiellement, mais en tout cas, moi, je serais ravi, évidemment, de le doubler, oui. Bon, allez, avant de se quitter, tu me refais un petit Jim Carrey. Tu me dis, tu me salues avec Jim Carrey, quoi. Comme si Jim Carrey était finalement l'invité. Eh bien, écoute, Dominique Maleloute, je trouve que c'était un moment splendide. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Oh oui. Il manque plus que les dents, là. C'est ça. Mais il a plus de dents que moi, Jim Carrey. Hein, il a un clavier, carrément. C'est un clavier. Ling, ling, ling. C'est ça. Merci infiniment. Merci à toi. C'était génial. Merci. C'est ça, la magie d'Entre vous et moi. Jim Carrey, Matthew Perry, Simba et Dingo réunis dans un même fauteuil. Si vous avez adoré l'énergie folle d'Emmanuel Curtil, abonnez-vous à Entre vous et moi. Laissez-nous un like et un commentaire. Cette émission est à retrouver en podcast sur toutes vos plateformes. Vous pouvez aussi faire un don dans le lien en description pour soutenir Entre vous et moi. Une émission, comme dirait Jim Carrey, absolument splendide. Ok, je le fais beaucoup moins bien.